Imaginez que vous dirigez un service de livraison avec des dizaines, voire des centaines de colis à envoyer. Les colis sont les applications à faire tourner, les véhicules sont les conteneurs et chacun va transporter un ou plusieurs colis. Et donc Kubernetes dans tout ça, c'est le centre logistique. C'est lui qui décide quel véhicule va prendre quel colis, optimiser les itinéraires, envoyer un remplaçant en cas de véhicule en panne et rééquilibrer un quartier en cas de surcharge. Et tout ça de manière automatique. Kubernetes va permettre de gérer dynamiquement des conteneurs, que ce soit pour les déploiements, pour la surveillance, pour les redémarrages, pour la mise à jour sans coupure ou bien la distribution intelligente sur les nœuds. Par exemple, ici, on a un front-end et un back-end qui sont chacun dans un conteneur et c'est Kubernetes qui va décider où les placer, combien d'instances créer et comment les exposer. Principalement, on veut utiliser Kubernetes lorsqu'on a les besoins suivants. Donc l'optimisation des ressources, à condition bien sûr d'effectuer les bonnes configurations, mais je reviens dessus en fin de vidéo. L'autoscaling, donc là il y a différents types d'autoscaling, pareil je reviens dessus un peu plus tard dans la vidéo. La haute disponibilité et les déploiements simplifiés, notamment pour les microservices. Pour vous donner un exemple, donc un site e-commerce qui gère en moyenne 10 commandes par minute et qui a des variations de charge tout au long de l'année, avec des périodes de promotion ou des jours comme le Black Friday par exemple, on peut monter à 500 commandes par minute. Donc là, Kubernetes peut être pertinent parce que ça va répondre aux besoins en ajustant les ressources dynamiquement. Ensuite, on a des situations où on veut éviter d'utiliser Kubernetes, comme par exemple lorsque les besoins sont simples. Là, on va plutôt utiliser des services comme Azure Container Apps ou Google Cloud Run, par exemple. Lorsque l'automatisation est déjà suffisante ou assez poussée, on ne va pas utiliser Kubernetes parce que ça va dépendre des besoins et des contraintes. Et dernier point, le manque d'expérience des équipes, parce que, la courbe d'apprentissage de Kubernetes, elle est assez raide et donc ça vaut pas forcément le coup d'aller sur Kubernetes si les équipes en question, partent de zéro. Un exemple typique, ça va être l'exécution d'un script Python ponctuellement. Donc là, on va plutôt privilégier du serverless avec AWS Lambda, par exemple. Alors, on peut faire du serverless sur Kubernetes avec Knative, par exemple, mais si on utilise Kubernetes uniquement pour ça, ça vaut pas le coup. Pour les composants principaux, on a d'un côté la control plane, c'est le cerveau, et les worker nodes, ça va être les bras. L'API serveur, ça va être le point d'entrée principal. Donc, en tant qu'utilisateur, lorsqu'on utilise la ligne de commande, on va interagir avec l'API serveur. Et les composants aussi communiquent entre eux via l'API serveur. Le scheduler, c'est lui qui est responsable de placer les pods au meilleur endroit. Donc, c'est via un algorithme qui va prendre en compte plein de paramètres différents. Ensuite, on a le contrôleur manager. Donc lui, son but, ça va être de s'assurer que l'état actuel, c'est bien l'état désiré via une boucle de réconciliation. Et etcd, ça va être une base de données de type clé-valeur qui va stocker l'état du cluster Kubernetes. Et attention, comme je l'indique plus bas, etcd ne va pas gérer le workload utilisateur, c'est vraiment uniquement l'état du cluster Kubernetes. Pour les worker nodes, donc on a le kubelet, c'est un agent qui va s'exécuter sur chaque nœud et c'est lui qui est responsable de gérer les pods. Donc il va les lancer, il va les surveiller et il va aussi les arrêter. Le kube proxy, c'est lui qui va gérer le réseau sur le nœud, notamment le routage du trafic vers les pods. Ensuite, CRI, c'est pour Container Runtime Interface, donc c'est l'interface qui va exécuter les conteneurs. Et le standard sur Kubernetes, ça va être Containerd. Et le dernier composant, ça va être Core DNS. Donc lui, il va s'assurer de la résolution de noms en interne dans le cluster. Ensuite, très souvent dans les clusters Kubernetes, on va aussi trouver des CNI et des CSI. Donc Container Network Interface, c'est le plugin réseau pour interconnecter les pods entre eux. Et Container Storage Interface, c'est ce qui va permettre de gérer le stockage, donc les volumes, pour les pods. Au niveau des distributions et des plateformes, donc il y en a énormément. J'ai classé ça par différentes catégories. Premièrement, les clusters Kubernetes managés sur le cloud, on va retrouver AKS pour Azure, EKS pour AWS et GKE pour Google. Les plateformes hybrides et multi-clusters, donc là principalement ça va être SpectroCloud, OpenShift et Rancher. Donc là, SpectroCloud et Rancher sont plus spécialisés dans la gestion multi-cluster, alors qu'OpenShift, c'est aussi une distribution qui est gérée par Red Hat. Ensuite, on a la partie Edge IoT, donc là ça va être des clusters Kubernetes minimalistes, et là on va retrouver Micro K8s, K3s ou K0s. Pour le développement local, les principaux ça va être Kind, K3D et Minikube. Moi, personnellement, j'utilise Kind. Et enfin, en OS optimisé Kubernetes, le plus connu, ça va être Talos. Donc là, la particularité, c'est que on n'a pas accès au shell. Et donc, comme je l'indique plus bas, il faut éviter en production les installations manuelles, donc éviter tout ce qui est KubeADM, Kubernetes the hard way ou encore KubeSpray.
Pourquoi? Tout simplement parce que Kubernetes se gère en infrastructure immuable. Au niveau des ressources principales, donc premièrement, on a le pod, c'est l'unité la plus petite sur Kubernetes et dans un pod, on a un ou plusieurs conteneurs. Généralement, on va avoir un conteneur et quand on en a plusieurs, on va parler de sidecar. Donc un sidecar, ça va permettre d'étendre les fonctionnalités d'un pod, comme par exemple, collecter des logs. Maintenant, on n'utilise jamais un pod tout seul parce qu'on est vite limité. Si on veut bénéficier par exemple, de la boucle de réconciliation ou des mises à jour automatiques, on a besoin de passer sur des objets de niveau supérieur. Donc par exemple, si on supprime un pod, il est définitivement supprimé. Il n'y a rien derrière qui va permettre de rattraper l'erreur. Donc généralement, le pod est utilisé par des objets de plus haut niveau comme les répliques assets et les déploiements. Donc là, par exemple, si on a 3 pods et qu'on en supprime un, le contrôleur va automatiquement détecter qu'on en a supprimé un et il va se recréer automatiquement. Maintenant, tout comme pour les pods, le replic asset, ça va être utilisé par un objet de plus haut niveau parce que ça manque de fonctionnalité. Et l'objet de plus haut niveau, ça va être le déploiement. Donc, comme vous le voyez, c'est un peu un système de couches. Le déploiement, lui, il va gérer le replic asset en ajoutant des fonctionnalités. Et la fonctionnalité principale, ça va être la mise à jour progressive. Donc, quand on va vouloir passer une version supérieure sur un ensemble de pods, on a la capacité à définir une stratégie de mise à jour. Donc, ça s'appelle les rolling updates et ça permet d'éviter des coupures de service. Et on a aussi la possibilité d'ajouter un volume partagé entre tous les réplicas. Donc, ça, c'est pas possible si on utilise directement un réplica set. Donc, ensuite, on a les stateful sets. Là, le but, ça va être de fournir un volume dédié pour chaque pod et chaque pod va avoir un nom prévisible. Donc, ça commence à zéro et ensuite, c'est incrémental. Maintenant, je ne recommande pas forcément d'utiliser un stateful set pour les bases de données, par exemple. Généralement, vous avez 2 options, soit utiliser une base de données managée ou utiliser un objet de plus haut niveau encore, comme on le verra dans la suite de la vidéo. Ensuite, on a le daemon set. Donc lui, il va déployer un pod sur chaque nœud du cluster. Donc ça peut être pratique si on déploie des agents. Avec Prometheus, par exemple, ça va être node exporteur. Et pour finir, les jobs et les cron jobs. Donc un job, ça va exécuter une tâche ponctuelle, puis ça va s'arrêter. Donc c'est une action one shot, c'est un peu comme dans les pipelines CI/CD. Et les cron jobs, cette fois-ci, ça va exécuter des jobs de manière périodique. Donc c'est des jobs qui sont programmés. Et là, un exemple typique, ce serait pour effectuer des backups d'une base de données. Donc pour résumer, ces ressources, ça va être les briques de base. Mais comme on va le voir plus tard, on peut aussi regrouper ces ressources dans des objets de plus haut niveau pour avoir encore plus de fonctionnalités. Alors, les services dans Kubernetes. D'abord, qu'est-ce que c'est? Donc, ça va permettre d'accéder au pod via la découverte de services. Pourquoi? Parce que dans Kubernetes, l'environnement est dynamique. Il y a tout le temps des pods qui se lancent, qui suppriment, qui changent de nœud. Et donc, on va avoir besoin de services discovery. On ne peut pas se baser sur des IP fixes. Donc, les 3 types de services. Premièrement, le cluster IP. Ça va être pour l'accès interne au cluster. C'est comme ça que les services communiquent entre eux au sein du cluster. Ensuite, le node port, ça va ouvrir un port sur tous les nœuds. Donc là, on peut le reconnaître parce que c'est des ports qui sont à 30 000 et plus. Donc là, ça peut être utile si vous voulez faire des tests rapides pour exposer une application, mais en alternative, vous avez aussi le port forwarding. Et le troisième service, ça va être le load balancer. Donc, si vous utilisez un cluster managé sur le cloud, dès que vous avez un service de type load balancer, vous allez avoir un load balancer externe sur le cloud provider en question. Et généralement, pour ça, vous allez avoir besoin d'un ingress controller ou d'une gateway API. Donc, l'ingress, ça va reposer sur un contrôleur comme par exemple Nginx ou Traffic, et ça va permettre de router le trafic externe vers des services en interne selon un ensemble de règles. Et Gateway API, c'est simplement le remplacement moderne des ingress. Donc, côté Gateway API, on va utiliser une gateway avec des routes. Maintenant, les volumes et le stockage dans Kubernetes. Déjà, à quoi ça sert? Donc, dans Kubernetes, ça va permettre deux choses principalement. Donc, dans Kubernetes, ça va permettre de stocker et de partager des données entre conteneurs ou bien de stocker des données au-delà du cycle de vie d'un pod. Premièrement, on a l'empty-dir. Donc là, c'est du stockage temporaire et ça va disparaître en même temps que le pod. Donc là, ça peut être utile si on fait des tests ou pour du cache. Ensuite, la storage class, c'est ce qui va permettre à Kubernetes de se connecter à différents systèmes de stockage. Donc généralement, dans le cloud, c'est déjà inclus. PV et PVC pour persistent volume et persistent volume claim. Donc le persistent volume, on va le retrouver en dehors du cluster pour stocker les données. Et le persistent volume claim, c'est juste le lien logique pour accéder au volume. Dernier type de ressources, ça va être les config maps et les secrets. Donc les config maps vont permettre de stocker des données non sensibles et on va pouvoir monter ces config maps soit en tant que volume ou en tant que variable d'environnement.
Et les secrets, c'est la même chose que les config maps, mais c'est encodé en base 64. Alors maintenant, je vais parler des CRD et des contrôleurs. Au-delà de gérer des conteneurs, Kubernetes, c'est une API qu'on peut étendre. Et donc, sa vraie puissance, elle va venir des CRD, donc Custom Resource Definition, et des contrôleurs. Grâce à ça, en fait, on va pouvoir étendre les fonctionnalités du cluster. Donc le CRD, c'est ce qui va permettre de définir un nouveau type de ressource, mais tout seul sans contrôleur, ça fait rien du tout. Et les contrôleurs, c'est là où on va retrouver toute la logique qui va réagir en fonction des événements, donc la création, la modification, la suppression. Et le principal avantage, en fait, c'est qu'on va déplacer toute la complexité au niveau du cluster plutôt que côté utilisateur. Et donc, lorsqu'on parle d'opérateur, en fait, ça va être la combinaison de CRD plus de contrôleurs. Et donc, les outils comme Helm et Customize ne remplacent pas les CRD et les contrôleurs. C'est juste des outils pour générer du YAML qui va être envoyé à l'API de Kubernetes. Donc, pour simplifier, ça va faciliter la gestion des ressources. Comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, on a besoin du déploiement pour étendre les fonctionnalités du pod et du replica set. Et bien là, c'est le même principe. On va utiliser des objets de plus haut niveau pour faciliter la gestion et étendre les fonctionnalités. Pour vous donner un exemple, donc voici une application 3 tiers. On va retrouver un front-end, un back-end et une base de données. Donc là, c'est un exemple minimaliste parce qu'on aurait pu rajouter encore des config maps, des secrets, des network policy, des namespaces, et cetera, et cetera. Et comme vous le voyez rapidement, en fait, on va se retrouver avec beaucoup de briques de base. Et là, l'avantage d'utiliser les CRD, c'est que je peux avoir un objet de type application qui va englober, l'ingress, le service, les déploiements et tout ce qu'on a besoin. Dernier point à aborder avant de conclure, ça va être le scaling. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est? Le scaling, ça va permettre d'ajuster manuellement ou dynamiquement les ressources pour l'application ou pour l'infrastructure. Par défaut, ça va être en fonction du CPU et de la RAM, mais comme on va le voir, on a la possibilité de se baser sur n'importe quelle donnée. Donc on a le VPA pour Vertical Pod Autoscaler, et là, on va garder la même instance, mais on va lui rajouter des ressources. Alors le VPA, c'était jamais utilisé avant parce que ça redémarrait les pods et donc c'était inutilisable pour tout ce qui est critique. Mais depuis la version 1.33, on peut redimensionner à chaud. Donc là, ça peut être utile pour du cache en mémoire, du streaming en temps réel ou des jobs assez longs qui ne doivent pas être interrompus. Donc le HPA, c'est pour le scaling horizontal et ça, c'est ce qui est typiquement utilisé pour les workloads. On va augmenter le nombre de réplicas en fonction du CPU ou de la RAM. Ensuite, on a KEDA, donc c'est toujours du scaling horizontal, mais cette fois-ci, on va scaler non plus uniquement sur du CPU ou de la RAM, mais sur n'importe quel type de données. Donc typiquement, ça va être des métriques Prometheus ou le nombre de messages dans une file RabbitMQ, par exemple. Et pour finir, le scaling des nœuds. Donc là, ça va aussi être du scaling horizontal, mais cette fois-ci, on va scaler les worker nodes. Donc c'est assez facile à mettre en place via les cloud providers qui proposent des clusters managés. Il suffit simplement d'activer l'option en question et de définir un minimum et un maximum. On a aussi Carpenter, qui est un outil qui va permettre de faire du scaling un peu plus intelligent au niveau des nœuds, mais à condition bien sûr de configurer correctement tout ce qui va être request et limit. Donc, pour résumer, ça reste un sujet qui est assez complexe parce qu'il faut prendre en compte pas mal de paramètres, les requests et les limites, les métriques qui sont générées par le fait de scaler à la hausse ou à la baisse, l'optimisation des coûts, etc. Et bien sûr, pour exploiter tout ça correctement, pensez à l'observabilité, donc les métriques, les logs et le tracing. Voilà, donc pour conclure, utilisez Kubernetes quand la complexité le justifie, sinon privilégiez plutôt la simplicité. Donc dis-moi en commentaire si tu veux que je rentre en détail sur un sujet en particulier. Pour les personnes qui utilisent WSL, je vous laisse regarder le guide en description. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.